Bien, donc l'exposé suivant par Guillaume Morel, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Il est ingénieur en 90, docteur en 94. Il a travaillé successivement au MIT, au Centre de recherche et de développement de EDF et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg 1. En 2001, il rejoint donc Paris 6, où il passe professeur en 2007. Il est adjoint au directeur de Polytech Paris, UPMC. À l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique dont il dépend, il dirige l'équipe AGAT qui regroupe une trentaine de chercheurs autour de la robotique d'assistance au geste avec un intérêt particulier pour les applications thérapeutiques. Guillaume. Bien, merci pour à la fois l'introduction et l'invitation. Donc, je vais donc vous parler d'assistance au geste par co-manipulation et de ses applications thérapeutiques. Je suis désolé de commencer par l'inévitable typologie, chacun ayant une typologie différente au demeurant, destinée à singulariser sa propre contribution. Mais disons que si je m'intéresse cette fois à... Alors, je précise que je vais parler d'assistance au geste et applications thérapeutiques. Les applications thérapeutiques s'entendent à la fois en chirurgie, il s'agit d'assister un chirurgien, et puis vers la fin de la présentation, au geste d'un patient qui est en train de réapprendre à faire des mouvements à la suite d'un accident vasculaire. Donc, mais le contexte chirurgical qui nous intéresse tout de suite, vous avez vu pas mal de robots depuis ce matin qui réalisent des gestes chirurgicaux. Dans leur ordre d'intervention en clinique, on a eu des robots qui sont des copies des robots industriels, de ceux qui assemblent les Twingo, qu'on vous a montré tout à l'heure, et qui ont été initialement utilisés pour de la chirurgie orthopédique. D'ailleurs, le robot que vous voyez à gauche est un robot industriel. Il a été fabriqué initialement pour faire des tâches dans l'industrie. Et puis on l'a reprogrammé pour que les trajectoires qu'il réalise, qui sont des trajectoires de fraisage, correspondent à la réalisation d'une forme. Donc il fait de l'usinage et il fait une forme pour pouvoir placer une prothèse. Bien sûr, la difficulté ici est à la fois de faire le planning et puis le recalage entre le robot et le patient quand le patient arrive dans la salle d'opération. On a aussi parlé pas mal de robots téléopérés, dont le robot Da Vinci, où cette fois-ci, et notamment quand on arrive dans la chirurgie des tissus déformables, comme ça a été indiqué, on ne peut plus faire un planning avant l'opération, puisqu'il y a des interactions qui sont compliquées, il y a des déformations qui sont compliquées. Le fait simplement d'ouvrir le patient modifie la géométrie du système, et il ne s'agit plus de faire une trajectoire qu'on aurait calculée avant l'opération, il s'agit cette fois d'interagir avec quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Alors la solution qu'on a trouvée et qui est la plus utilisée aujourd'hui en clinique, c'est que le robot en fait reproduit les instruments imprimés par les mains du chirurgien sur une console électromécanique avec des joysticks. Et bien sûr, le chirurgien dispose d'un retour visuel, c'est-à-dire de l'image des mouvements du robot, et c'est lui qui assure tout le contrôle. Donc finalement, d'un point de vue technologique en robotique, ce sont des robots assez simples qui recopient une position imprimée par le chirurgien. Et puis on a parlé aussi de systèmes co-manipulés qui vont être plus particulièrement d'intérêt dans cette présentation, dans lequel cette fois-ci, le chirurgien et le robot sont tous les deux sur leur patient. Donc on ne le voit pas forcément très bien dans ce système Acrobot. On est toujours en chirurgie orthopédique sur le genou. Ici, il y a un robot qui va tenir la fraise avec laquelle le chirurgien va opérer, et le chirurgien va la tenir en même temps, et le robot est là pour imprimer des guides. Donc il n'est pas là pour imposer une trajectoire, il est là pour imposer des contraintes à la trajectoire, comme il a été expliqué ce matin dans la présentation de Jocelyne Trocaz, sachant que le guide, c'est de nouveau une information géométrique et que bien sûr, il faut la recaler également au moment où le patient est mis en place. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à la co-manipulation? Parce que de notre point de vue, elle peut présenter un certain nombre d'intérêts. Donc je vais en donner une définition, et puis comme ça, nous saurons exactement de quoi nous parlons. Donc c'est la réalisation d'une tâche de manipulation par la combinaison
d'action simultanée d'un utilisateur et d'une machine robotique. Et nous verrons que cette combinaison peut prendre des formes diverses. Ce qui nous intéresse dans l'utilisation de la comanipulation, c'est qu'au contraire de la télémanipulation, elle ne modifie pas profondément la pratique chirurgicale. En télémanipulation, le chirurgien n'est pas sur son patient, il est sur une console. Je précise qu'en général, cette console n'est pas stérile, c'est-à-dire que le chirurgien n'est pas stérile, c'est-à-dire que s'il y a une opération qui est compliquée à faire et qui peut nécessiter une conversion rapide, c'est-à-dire une ouverture rapide du patient pour arrêter un saignement, eh bien parfois il faut un deuxième chirurgien à côté du patient par sécurité. Et puis la pratique elle-même, la relation que le chirurgien a au corps, on a parlé ce matin de déshumanisation, de dématérialisation de la relation entre le chirurgien et son patient, laquelle a une importance assez fondamentale dans sa pratique, qui est une pratique manuelle. On a parlé un peu aussi des questions de sûreté de fonctionnement, et les premiers comanipulateurs étaient des systèmes complètement passifs, c'est-à-dire un robot capable seulement de freiner. Un robot qui n'est capable que de freiner, bien, il ne va pas fournir d'énergie mécanique, et de ce point de vue-là, il est intrinsèquement sûr. Et puis, l'idée aussi qu'on va changer le moins possible la relation que le chirurgien va avoir avec ses instruments et avec son patient. Alors, ma présentation va être organisée en 3 parties qui correspondent aux 3 types de comanipulateurs auxquels nous nous intéressons, qui représentent à peu près toutes les combinaisons possibles. Nous parlerons de comanipulation parallèle lorsque, comme c'est le cas ici, il y a une organisation en parallèle de la chaîne motrice de l'utilisateur et du robot. Si vous connectez les 2 corps immobiles, qui sont ici le torse et la base du robot, vous voyez que pour arriver à l'instrument, il y a 2 chemins mécaniques, cinématiques, qui sont parallèles. On parlera de comanipulation série lorsque on a un instrument dans la main et que cet instrument lui-même produit un mouvement. C'est ce que vous faites quand vous utilisez une visseuse électrique. Et puis on parlera de comanipulation parallèle distribuée, ce qui est un mot un peu peut-être pompeux pour dire ce que c'est, lorsque dans la situation de droite, les chaînes cinématiques sont effectivement en parallèle, mais les contacts sont multiples entre la chaîne cinématique et le sujet, ce qui est le cas des exosquelettes. Alors je précise que quand on parlera d'exosquelettes, c'est là qu'on parlera d'application à la rééducation, parce que peu d'exosquelettes sont utilisés dans un bloc chirurgical aujourd'hui. Donc ce qui est essentiel à la comanipulation, donc, ce sont des robots qui vont produire des forces, qui vont produire des mouvements, qui vont apporter des aides et des assistances. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils ne fonctionnent pas seuls, ils fonctionnent de façon la plus synergique possible avec un opérateur humain. Il y a un humain dans la boucle et ça nous crée de nombreux problèmes, de nombreuses questions en recherche qui vont avec les opportunités fonctionnelles. Donc je vais maintenant décomposer cette présentation en 3 parties, la première étant sur la comanipulation parallèle. Je répète que le principe mécanique est donc qu'un robot Moi, il ne s'est pas mis en veille, le mien, c'est bon. Donc, excusez-moi, un robot et un utilisateur tiennent le même objet. D'un point de vue mécanique, vous avez donc un objet. Vous vous rappelez peut-être que quand on applique des forces à un objet, l'accélération de cet objet est quelque part reliée à la somme des forces qu'on lui applique. Et bien là, l'objet va bouger en fonction des sommes des forces qu'appliqueront le chirurgien d'une part et le robot d'autre part. Mais il y a un seul mouvement. Donc c'est utilisé dans le domaine de la chirurgie, principalement pour faire du guidage géométrique, comme on l'a expliqué ce matin, c'est-à-dire de contraindre le robot sur une certaine courbe, sur une certaine surface ou à l'intérieur d'un certain volume, lequel va correspondre en orthopédie, par exemple, à la forme d'une prothèse. Un problème qui est que cette géométrie, la géométrie que comprend un robot, c'est la géométrie qui lui vient de ses propres capteurs, et qu'il est capable de faire une forme facilement dans son propre repère et dans son propre monde, mais qu'il y a besoin d'un recalage, c'est-à-dire de mesures préliminaires pour que le robot puisse recaler son monde géométrique avec celui du patient. Les difficultés qu'on rencontre quand on fait du guidage,
sont des difficultés qui sont parfois liées, j'y reviendrai, à l'application de force sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une troisième partie, en dehors du chirurgien et du robot, qui sont connectés à l'instrument, c'est naturellement le patient. Et quand on fait de l'orthopédie, du fraisage en orthopédie, les forces qu'on applique sur le patient sont significatives et parfois peuvent brouiller les messages envoyés par le robot. Et puis un problème sur lequel je reviens juste après, pendant plusieurs transparents, qui est celui de la transparence. C'est-à-dire qu'un robot qui tient un instrument, quand on veut le déplacer, il faut qu'on déplace l'instrument et il faut qu'on déplace aussi le robot. Un robot, surtout quand on veut qu'il soit fort, surtout quand on veut qu'il soit rigide pour avoir des bons guides, il est lourd. Donc il va nous gêner dans les mouvements et on va chercher à minimiser cette gêne en maximisant cette transparence. Je veux dire aussi qu'un comanipulateur parallèle ne sert pas que à faire des guides, même si on va en parler essentiellement de ça. Il peut servir à faire d'autres fonctions, à simplement, par exemple, si l'instrument est lourd, compenser le poids de l'instrument, faire que l'instrument ne pèse plus. Il est parfois, certains de nos collègues chercheurs utilisent cette technique pour filtrer les tremblements par différentes techniques, mais selon la dynamique de l'objet que vous avez, si vous avez un objet très lourd ou si vous êtes dans un bain d'huile, vous aurez beaucoup moins de tremblements que si vous avez un objet très léger ou soumis. Enfin, on l'utilise parfois aussi pour l'amplification des forces de contact, et j'y reviendrai après. Donc, s'agissant de la transparence, nous avons un problème avec les systèmes de comanipulation tels qu'ils vous ont été présentés, c'est que dans de nombreuses situations, le robot ne doit rien faire. Si c'est un robot qui filtre les tremblements, en chirurgie de l'œil par exemple, je vais avoir besoin de cette fonction de filtrage à un moment donné lorsque j'effectuerai de façon très précise le positionnement de tel ou tel instrument à tel ou tel endroit. Le reste du temps, je souhaite déplacer mon instrument d'un endroit à l'autre et il faut absolument éviter que ces mouvements soient gênés, car un chirurgien, qui est un utilisateur particulier, accepte très peu l'intrusion. Alors on parlait de l'intrusion dans la vie d'une personne handicapée, mais l'intrusion dans l'univers d'un chirurgien est également assez problématique. Et un chirurgien n'accepte pas des limitations imposées par les machines. Donc la transparence, c'est la capacité à ne pas résister à une intention de mouvement. Idéalement, un robot parfaitement transparent, c'est comme s'il n'y avait pas de robot. Alors on me dirait pourquoi mettre un robot pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de robot? Précisément parce qu'à d'autres instants dans la tâche, on souhaitera que ce soit que cette fois-ci on applique des forces. On a deux façons de faire des robots transparents. On a une façon qui est de faire de la conception de robots. Les robots industriels sont des robots très lourds qui ont été faits pour être très précis et très rapides. Mais si on les prend dans la main et qu'on essaye de les bouger, c'est quasiment impossible. Ils ne sont pas réversibles. Il faut utiliser d'autres technologies d'actionnement. Et là, on peut utiliser beaucoup de choses qui ont été faites dans les interfaces haptiques. Je pense qu'il y a eu un cours là-dessus par Vincent Hayward et qui donne des éléments importants. Si on ne le fait pas par la conception, on peut également procéder en faisant de la commande en effort. Donc j'ai mis un tout petit peu de technique dans ma présentation. J'espère que ça ne sera pas trop perturbant pour l'auditoire. Donc ici, vous avez un robot qui est un robot classique, asservi en position. C'est-à-dire que dans ce système, on est capable de mesurer les positions des articulations du robot. On est capable, par un modèle mathématique assez simple, de reconstruire quelle est la position de l'effecteur du robot, c'est-à-dire ma main ici, vis-à-vis de la base du robot. Et puis, si on veut que le robot suive une trajectoire, on va comparer la position du robot à cette trajectoire désirée, et puis faire un calcul d'une erreur, et faire un calcul de comment on doit bouger les moteurs pour suivre ce mouvement. Ça, c'est le robot qui assemble les Twingo. Si on veut maintenant prendre le robot et qu'il nous suive,
qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va ajouter un capteur d'effort au bout du robot, c'est-à-dire quelque chose qui va être capable de mesurer lorsque je vais appuyer dessus. Et grâce à une interaction à travers l'environnement, on va être capable de mesurer ces efforts. Ces efforts, on les compare à un effort désiré, qui ici va être par exemple 0. Je ne veux pas que ce robot applique de force. On fait un autre calcul qui va venir modifier la trajectoire. Bilan, quand je n'ai pas de force, le robot reste à sa position. Si j'appuie sur le robot, cela va créer un déplacement et le robot me suit. C'est la façon la plus... de fonctionner. Alors, c'est élémentaire, c'est simple, mais comme assez souvent, malheureusement, ce n'est pas extrêmement performant. En particulier, des collègues chercheurs ont montré qu'il n'était pas possible de réduire le poids du robot ou l'inertie du robot de façon significative par cette technique, parce qu'en fait, pour que le robot soit très léger, avec ce dispositif, il faut que le gain entre les forces que j'applique et les mouvements que ça va produire soit très grand. Et dans le domaine de l'automatique, les commandes à grand gain sont réputées pour assez souvent déstabiliser un système, en tout cas les systèmes de cette classe-là. Donc, comme on a un problème de stabilité, on va ajouter, on va trouver des solutions meilleures, par exemple en ajoutant des éléments d'interface comme des impédances passives. Donc là, je renvoie à une thèse parce que je n'ai pas tellement le temps de développer ça. Ou quelque chose qui me paraît assez intéressant dans le cadre de la co-manipulation, on va essayer d'anticiper les mouvements que veut faire la personne. Alors comment fait-on pour anticiper les mouvements qu'on veut faire quand je vais tirer sur un robot et que je veux qu'il vienne vers moi? Eh bien, nous avons des collègues de Belgique qui ont fait cette proposition et qui se basent sur des modèles issus des neurosciences. Donc en neurosciences, on fait l'étude des mouvements humains notamment, enfin pour une partie des neurosciences, et on s'intéresse à observer qu'est-ce qui est caractéristique des mouvements humains et notamment à détecter des invariants dans ces mouvements. Et il y a un invariant qui est assez bien partagé, qui est la loi horaire de variation de l'abscisse curviline, c'est-à-dire du déplacement de l'effecteur dans les mouvements du bras. Quand je touche cet objet ou quand je touche celui-ci, si j'observe la vitesse, ben la vitesse est nulle au début, elle est nulle à la fin, puis elle a une loi d'évolution très particulière qui vérifie une loi très particulière qui minimise la dérivée de l'accélération. Enfin, peu importe. La loi, c'est celle qui est indiquée ici à droite. Partant de cette observation, quand on a un robot et qu'on commence à tirer dessus, puisqu'on a une certaine façon de bouger qui est particulière, si dans les premiers instants avec le robot, j'enregistre les premiers paramètres du mouvement, je peux caler ce modèle et prédire quel est le mouvement que veut faire la personne. Et si je prédis quel est le mouvement que veut faire la personne, ben je peux, c'est la partie qui est représentée ici, le reste là étant exactement le même schéma que je vous ai présenté avant. Faux contact. D'alimentation générale. Non, bon. Oui, bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Et donc, en particulier, les courbes qui sont là montrent qu'on est capable de minimiser très largement les efforts qu'il faut pour déplacer un robot et sans nuire de façon significative à sa stabilité. Cette petite parenthèse pour dire que quand on est en co-manipulation, on interagit avec un patient, avec un sujet, et que le sujet fait des mouvements, et qu'il y a une science qui s'appelle les neurosciences qui nous donne de nombreuses informations sur la façon dont ces mouvements sont contrôlés et sur leurs caractéristiques, et que le robot, naturellement, peut bénéficier de cette connaissance pour mieux collaborer de façon plus intuitive avec une personne. Je vais maintenant donner deux exemples d'applications. On a parlé du guidage géométrique en orthopédie. Ce matin, vous avez vu des illustrations concernant le système Rio-Mako dans la présentation de Jocelyne Trocaz. J'en présente un autre ici, qui à mon avis est antérieur, qui est le système Acrobot.
C'est un système réversibilisé avec capteur d'effort, c'est-à-dire c'est un robot rigide, solide, et il y a un capteur d'effort, on peut le bouger. Et il a une commande qui va définir des régions. Ici, en gris, c'est la région qui est interdite. Et il va définir diverses régions dans lesquelles, là, la manipulation est libre. Ici, elle est un peu gênée. Et ici, le robot va exercer des efforts maximaux opposés aux intentions motrices pour éviter qu'on rentre dans cette zone. Le robot Rio-Mako, ou encore le système Surgicobot qui est représenté ici et qui est issu d'un projet français qui a réuni plusieurs acteurs et notamment le CEA qui était le pilote. Là, il s'agit d'utiliser des technologies issues de l'haptique. C'est d'ailleurs une société qui s'appelle Aption qui a fabriqué ce robot. Le robot n'a pas de capteur d'effort, il a lui-même très peu de frottement, donc on peut le bouger tout seul. Et il était ici utilisé pour faire de l'assistance par co-manipulation dans le cadre de la chirurgie du rachis, avec des difficultés particulières qui sont que on ne pouvait pas, dans ce cas-là, immobiliser la colonne, on ne peut pas immobiliser la colonne vertébrale d'un patient, et le patient respire. Donc tous les guides doivent être recalés en temps réel, ce qui peut se faire en ajoutant des capteurs d'images qui vont localiser l'os et faire bouger les guides en même temps que ces mouvements. Et puis un problème également assez crucial sur lequel je dois vous dire qu'on bute pour le moment, qui est un problème que les efforts de fraisage, enfin la force qu'il faut appliquer pour fraiser un os est importante, et que quand on est dans cette configuration, le sujet se met ce qu'on appelle en haute impédance, il contracte ses muscles, il est en train de travailler, et les indications données par le robot sont de ce fait assez mal perçues. Et on peut montrer que si on se met en l'air, on est capable d'être très précis géométriquement. Avec les mêmes guides qu'on fait pour un guidage quand on est en train de fraiser, la précision est largement diminuée. Et d'ailleurs, après avoir fait ces expériences, essaie de demander comment font les gens, par exemple, de Rio-Mako, puisqu'ils ont exactement les mêmes technologies. Il faut savoir que les gens de Rio-Mako, quand on arrive près de la limite, non seulement il y a le robot qui exerce des efforts, mais en plus il y a la fraise qui est ralentie, voire arrêtée. Et là, évidemment, on ne creuse plus du tout, ce qui donne des aides importantes. Donc, je donne un deuxième exemple. Et cette fois-ci, parce que j'ai dit qu'on ne faisait pas que du guidage avec les systèmes de co-manipulation, et je voudrais donner un exemple pour un système d'assistance aux biopsies de la prostate. Donc la biopsie de la prostate se fait aujourd'hui de façon très routinière pour de très nombreux d'entre nous, pour peu qu'on ait passé l'âge du dépistage, et qu'on ait un taux sanguin indiquant cet examen. Ça se fait par voie endorectale. On met une sonde échographique et on fait pénétrer la sonde échographique par voie endorectale jusqu'à la prostate. On navigue dans la prostate grâce aux images échographiques et quand le chirurgien pense être au bon endroit, il envoie une aiguille et fait sa ponction. C'est très compliqué de se recaler et on veut faire un robot qui va y assister. Alors, il existe déjà des systèmes de navigation, notamment issus des travaux de TIMC par la société Coelis, et qui sont capables de nous retrouver un modèle 3D de la prostate et de naviguer dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un robot qui va permettre aux chirurgiens de manipuler mieux, et de manipuler mieux en ressentant mieux ce qui se passe au niveau de la prostate. Alors, pour ce faire, le robot va être utilisé pour imprimer des forces sur la sonde, et ces forces vont être calculées pour être proportionnelles à une déformation de la prostate. Alors là, vous voyez une mise en évidence expérimentale sur un système à 1 degré de liberté, où on a une sonde, on est dans un bac d'eau, puis on a un petit ballon qui représente la prostate. Quand j'appuie sur ce ballon, j'obtiens des images échographiques qui, là, ont déjà été traitées pour être noir et blanc, et puis pour avoir des informations sympathiques. Et on a une certaine déformation de la prostate. De cette déformation, on va calculer une force qui lui est proportionnelle et elle va être exercée par le robot. Le résultat, c'est quoi? C'est que quand le chirurgien, quand l'urologue est en train de bouger sur sa prostate et qu'il appuie, il va sentir une raideur, exactement comme s'il touchait directement la prostate, alors que dans les conditions standards,
les sensations tactiles sont très mauvaises parce que la rigidité est faible et puis parce qu'il y a tout le passage par le rectum qui noie complètement tous les efforts élastiques. Et avec ça, ce que montre cette courbe qu'il est difficile de commenter dans le détail, c'est que en faisant passer des sujets à l'aveugle, on a démontré qu'on avait des très bonnes sensations, qu'on était tout à fait capable de ressentir des contacts, même si on se noyait dans un univers de frottement important. Bon, je dois progresser parce qu'on me dit que je suis en retard. Et donc, je vais parler de la deuxième modalité, qui est celle de la comanipulation série, en disant que cette fois, on est dans une modalité différente puisqu'on parle d'instruments qu'on tient dans la main, et ces instruments ont eux-mêmes une mobilité. Et donc, ce qu'on va sommer, cette fois-ci, ce ne sont pas des forces, ce sont des vitesses. En fait, on dit qu'on va composer des vitesses, parce que le terme de somme n'est pas tout à fait adapté. Et la vitesse du bout de l'instrument est une composition de la vitesse produite par le sujet et de la vitesse produite par le système robotique dans les articulations. Alors, on l'utilise principalement, je vais donner 2 exemples, donc comme ça sera plus simple, pour restaurer de la dextérité. Donc je montre ici des exemples de systèmes qui sont des systèmes commercialisés ou qui ont été commercialisés selon, je ne sais pas si ça se fait encore, qui sont des tentatives d'avoir des instruments de chirurgie laparoscopique, donc ces fameux instruments longs qu'on fait rentrer à l'intérieur du patient pour faire la chirurgie, avec au bout de l'instrument de la mobilité. Et cette mobilité, elle est obtenue comment? Alors là-dedans, il y a des petits engrenages, des grandes tiges qui vont jusqu'à la poignée, qui sont reliées à d'autres engrenages, et quand je bouge la poignée par rapport à son axe, ça fait bouger l'instrument. Ici, on est dans un système à engrenage, dans l'instrument d'à côté, on est un système à câble, mais le principe est exactement identique. Donc, pas mal il y a 5-6 ans, tous ces développements ont lieu il y a quelques années, et les résultats sont très décevants. C'est-à-dire, techniquement, ça fonctionne, mais la qualité qu'on obtient du mouvement, la difficulté d'utilisation, le temps d'intervention, tout ça fait que ça a été finalement, ou c'est en cours d'être rejeté par le monde chirurgical qui trouve ces instruments trop compliqués. Et donc, on intervient ici en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas robotiser ces mobilités distales au lieu d'avoir des systèmes à câbles compliqués qui ne vont pas forcément être ergonomiques? En particulier, si je suis capable de robotiser ces mouvements ou de les motoriser, je vais pouvoir les lier à des commandes de la main qui ne vont pas être contraintes par le design mécanique. Il y aura un lien informatique et je vais pouvoir choisir quels sont les doigts qui vont commander quoi, selon quel mode, et je vais pouvoir travailler sur cette partie de commande, qui sont des questions relativement importantes dans un système de comanipulation. Puisqu'il s'agit d'avoir quelque chose de très intuitif. Naturellement, le chirurgien en train d'opérer ne doit pas se demander là, je veux que ça bouge comme ça, quel bouton il faut que j'appuie. Enfin, les boutons doivent venir tout seuls. Donc, tout ça se fait en recherche avec l'aide de gens qui sont dans les neurosciences, qui vont nous expliquer quelles sont les lois générales qui régissent le comportement entre les mouvements manuels et le retour visuel, ce qu'on appelle le couplage main-œil, quelles sont les lois, et ce, dans un fonctionnement indirect. Mais une fois qu'on a quelques idées, on est très embêté parce que c'est des prototypes qu'il est assez compliqué de fabriquer et on procède à du prototypage virtuel, c'est-à-dire qu'on construit ces petits jeux vidéo là. Donc là, vous voyez des instruments tout à fait virtuels. Il y a un dispositif comme ça dans lequel on a un retour à l'écran, on manipule ces instruments, on a des boutons et les boutons font bouger le jeu vidéo. Et là, on choisit différents couplages, différentes formes de boutons. En faisant développer un prototype virtuel, pour revenir à ce que disait Jean-Pierre Merlet, une fois qu'on a développé ce système, passer à un nouvel instrument, on va mettre la mobilité comme ça, on va mettre un bouton ici, c'est la journée. C'est-à-dire là, on n'est plus dans ni l'année. Pour faire le prototype, ça prenait une journée à chaque fois qu'on avait une nouvelle idée. On peut les tester. La difficulté est de trouver des gens pour venir tester, notamment des chirurgiens. On mesure des performances. Est-ce qu'on est agile? Est-ce qu'on est rapide? On mesure des performances posturales en équipant les chirurgiens pour pas qu'ils aient les bras n'importe comment. Et puis on fait des analyses statistiques, on choisit des solutions. Une fois qu'on a fait ça, on passe bien sûr à un prototypage réel. Et puis, une phase dont on a parlé un petit peu à l'occasion de la dernière présentation notamment, qui est l'industrialisation.
L'industrialisation est quelque chose d'extrêmement important dans notre métier, dans nos objectifs. On a dit que faire un dispositif médical certifié, c'est très compliqué. Passer d'un prototype fonctionnel de laboratoire à quelque chose qui peut être utilisé de façon simple par un chirurgien, c'est très long. Ça n'est pas que faire de la certification, c'est robustifier, c'est changer les idées, c'est trouver des astuces pour que ça marche. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient ce que vous avez ici lors d'une intervention chirurgicale, c'est-à-dire l'instrument GEMI. Donc, vous voyez ici le professeur Brice Gaillet de l'Institut Mutualis Montsouris qui réalise une première sur une patiente, c'était en décembre dernier. Donc, il utilise ici un instrument qui est un porte-aiguille, et chose qu'on a vue tout à l'heure, il est capable de faire des chirurgies et des sutures en particulier, les sutures dans un plan qui lui fait face, ce qui est un exercice très compliqué en chirurgie laparoscopique et qui, pour tout dire, a beaucoup conditionné le succès du fameux robot Da Vinci. Les sutures se font avec des aiguilles rondes, et quand vous avez une suture à faire bien placée, ça n'est pas très compliqué. Enfin, il faut un peu d'entraînement, mais ça n'est pas très compliqué. Faire une suture dans un plan perpendiculaire, c'est-à-dire faire tourner une aiguille comme ça, alors que vous arrivez avec des instruments de face, c'est quasiment impossible pour vous et moi, et même pour un chirurgien moyen. Et donc, voilà, je voudrais dire que ça a pris 4 ans, en l'espèce, entre ce qui est assez rapide, mais c'est quand même 4 ans. Il me reste 5 minutes, mais ça va aller plus vite la suite. Je voudrais enfin simplement dire que selon les définitions que tu as données dans ta leçon d'introduction de ce que c'était qu'un robot, ou même de ce que tu as donné dans ton exposé tout à l'heure, GEMI n'est pas un robot. Il n'y a pas de lien avec le monde numérique. GEMI n'a pas de... Cependant, je veux croire que la façon dont il a été conçu, la façon dont il a été inventé, procède beaucoup de la robotique et de ce que c'est que l'interaction avec une personne. Alors un deuxième exemple, c'est le système Visiobot. Donc là, on est toujours en comanipulation série, vous vous rappelez, on a un instrument. Et là, on s'intéresse à faire une nouvelle forme d'imagerie qui est de l'endomicroscopie confocale. Vous avez une fibre qui fait 2 mm. Je passerai peut-être la troisième partie, hein, c'est pas très grave. Vous avez une fibre qui fait 2 mm de diamètre, qui peut faire 2 ou 3 mètres de long, et que vous allez placer à la surface d'un organe. À l'intérieur, il y a 10 000 fibres optiques qui sont toutes balayées par un laser. Il y a de la fluorescence, un signal réémis, et puis un système de miroir qui vous permet de récupérer fibre par fibre chaque petit point et de reconstruire une image. À la fin, cette image, qui est une image en temps réel, la pleine échelle fait 200 microns. L'ordre de grandeur d'un pixel, c'est 1 micron, c'est-à-dire que c'est un microscope. La résolution est une résolution compatible avec les travaux d'anatomopathologie, c'est-à-dire ces gens qui regardent les échantillons de tissu pour détecter s'il y a du cancer, parce que le diagnostic d'un cancer se fait sur un échantillon tissulaire. L'idée est de transformer la procédure qui aujourd'hui consiste à prélever un échantillon, le mettre sous un microscope, pour aller mettre le microscope directement in vivo et faire ce qu'on appelle de la biopsie optique. Alors ce mode d'imagerie est mature, on va voir quelques images juste après. Cependant, il a besoin de la robotique. Tu disais ce matin, la robotique peut utiliser l'image. L'imagerie peut aussi utiliser la robotique, parce qu'un anatomopathologiste, il est content de la résolution, mais il n'est pas content du champ de vision. 200 microns, c'est trop petit. Il y a un certain nombre d'organisations structurelles des cellules qu'il veut voir à une plus grande échelle. Ça veut dire que cette petite sonde, il faut qu'on la déplace à la surface, qu'on balaye et qu'on reconstruise. Et pour balayer sur un tissu vivant des objets en maîtrisant une échelle de mouvement qui est de l'ordre du micron, il faut un robot, on ne peut pas le faire à la main. Alors, je montre ça en vidéo, une vidéo que je n'ai pas réussi. Je fais juste ça, que je n'ai pas réussi à intégrer, donc je vous la montre comme ça. Et bien sûr, elle n'est plus là. France Inter ne vous intéresse pas. Et voilà. Donc, ce que vous allez voir là, c'est donc une vidéo que nous avons réalisée sur comment faire pour amener cette sonde dans l'abdomen, stabiliser les mouvements physiologiques
et réaliser le petit balayage qui va nous permettre de faire une mosaïque. Alors là, vous avez la sonde, ça c'est juste la sonde qui dépasse d'un système qui est actif. Et ici, sans positionnement particulier, on voyait qu'il y avait pas mal de dérapage de la sonde. Stabiliser le mouvement, nous l'avons fait d'une façon honteusement simple et pas chère, puisqu'on a simplement mis un tube autour du système, le tube venant affleurer la surface, une flexibilité, c'est-à-dire on est de l'ordre de quelques euros, cette fois-ci on rejoint Jean-Pierre Merlet, et puis la possibilité pour le chirurgien à la main d'appuyer son instrument pour avoir suffisamment de frottement. Malgré sa simplicité, le dispositif de stabilisation est remarquable, puisque ici vous avez des images in vivo. Alors ce que vous voyez en haut, c'est quand on n'a pas ce système de stabilisation, il est très compliqué d'avoir une image. Je rappelle l'échelle ici qui est de 20 microns. Et puis ici, vous avez des micro-vaisseaux avec ce qu'on voyait, c'était les globules rouges qu'on voyait se promener. Donc une fois qu'on a stabilisé, vous pouvez le voir difficilement ici, le système, ce cylindre-là, est capable de se déplacer par rapport au support, et ce déplacement produit un balayage de la sonde. Alors ça, c'est la toute première expérience que nous avons faite, donc où vous voyez le mouvement produit par la sonde et la reconstruction par un algorithme de mosaïcing. Alors pour être tout à fait clair, je veux dire que la mosaïque qui est reconstruite en haut à gauche de l'image, ça n'est pas une reconstruction en temps réel. En fait, en temps réel, on récupère le flux vidéo et il faut quelques minutes de processing ensuite pour avoir cette mosaïque que vous voyez ici. Donc encore une fois, ce système d'imagerie est un système d'imagerie qui utilise de l'optique, mais sur lequel les gens qui font de l'optique et avec qui nous travaillons étaient bloqués parce qu'ils ont besoin de robotique. Donc comme il ne me reste plus que 5 minutes, c'est ça? Même plus. Alors je vais passer à la conclusion. Donc je suis désolé, je voulais vous montrer des choses dans le mode sur la rééducation avec un exosquelette. Je suis confus d'avoir été si long. Je voudrais juste conclure sur le fait que la comanipulation est un nouveau mode d'assistance au geste, qu'il est techniquement très différent de la télémanipulation, qui est plus ancienne, qu'un humain est dans la boucle et qu'on peut utiliser des modèles, chose qu'on a moins vue, évidemment, en sautant la dernière partie, qu'il y a une question très importante de l'acceptabilité technologique qui n'est pas si différente que ça des questions qu'on se pose à l'INRIA, même si le contexte social est différent, c'est celui d'un bloc chirurgical. Ce que nous faisons maintenant, c'est de capitaliser les résultats, d'ajouter d'autres modes d'insistance que les simples forces. On peut ajouter des images, faire de la réalité augmentée. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on apprend, grâce à un robot, comment on va mieux apprendre un geste. Mais c'est une autre échelle. Je voudrais quand même faire une petite pause pour redire, ça a été dit beaucoup, l'importance des facteurs humains. Marie-Christine Pouchel, qui est là, qui est une anthropologue avec qui nous travaillons beaucoup sur ces questions. Un instrument de chirurgie est un objet très particulier. C'est un objet, naturellement, il y a des questions de confiance, il y a des questions techniques, mais il y a beaucoup d'autres choses que ça. C'est un prolongement du corps qui pénètre dans un autre corps. Les informations tactiles qu'il nous donne, la façon dont il bouge, sont un média entre le chirurgien et son patient. Les technologies dans un bloc chirurgical définissent aussi assez fortement les relations sociales. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui possède une technologie, qui maîtrise une technologie, n'est pas vu de la même façon par une penseuse qu'un chirurgien qui pratique l'ancienne chirurgie. Il y a d'énormes facteurs humains qui dépassent beaucoup la pure sûreté ou le pur schéma bloc de l'intervention, et sur lesquels je crois qu'il nous est important de nous pencher aujourd'hui pour pouvoir progresser. Je vous remercie.